Hello there. Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de sécurité informatique, semaine numéro 11 à distance. La session tire à sa fin. Donc, si on regarde pour ce qui est de la session, on est à la semaine numéro 11. Donc, il reste 2 parties théoriques à faire. Ça va se faire sous Windows, sécurité sous Windows. Et à la semaine numéro 13, qui est le lundi, je regarde sur le calendrier, il reste 2 théories, un TP numéro 4, puis l'examen final aura lieu la dernière journée de la session, c'est-à-dire le 7 décembre. Je répète, l'examen final à distance va avoir lieu le 7 décembre. Donc, 2 théories, l'examen, puis reste dans ces 2 semaines-là un TP numéro 4 à faire. Donc, je commence avec la théorie de cette semaine. Donc, cette semaine, puis la semaine prochaine, c'est la sécurité sous Windows. Donc, on a quelques éléments théoriques à voir. Vous avez un PowerPoint dans les notes de cours qui sont disponibles sur Léa. Aujourd'hui, je vais faire les 3 premières sections. Puis ensuite de ça, je vais faire des petites démos que vous allez avoir à faire dans le TP numéro 4. Donc, première section, petite démo. Puis après ça, je vous parle un petit peu de sécurité sous un serveur web sous Windows. Et ensuite de ça, je fais des petites démos. Donc, on commence avec la théorie qui est dans le PowerPoint de cette semaine. Je vous répète que cette semaine, je fais les 3 premières sections. Puis, je vais faire les sections suivantes la semaine prochaine. Perfect. Donc, sécurité sous Windows. Donc, on fait un peu l'équivalent de ce qu'on a fait les 2 dernières semaines sous Linux, mais là, on s'en va dans l'environnement Windows. Donc, on fait un petit retour sur ce qui est Windows, la sécurité sous Windows. Puis, la semaine prochaine, on va voir le bastion de sécurité, c'est-à-dire le pare-feu qui est disponible sous Windows. Donc, on commence. Retour sous Windows. Windows vient en plusieurs versions. Donc, si vous avez du support informatique à faire, bien évidemment, vous allez avoir plusieurs versions de Windows, peut-être que vous allez avoir à dépanner. Dans le cadre du cours, il va avec la version actuelle, qui va être la version 10, qui est apparue en 2015. Mais il existe plusieurs versions de Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, apparu en 2013, qui sera supporté à partir de janvier 2023. Donc, tout dépendant de la version Windows que vous avez entre les mains ou la personne que vous devez dépanner, il peut y avoir différentes versions de Windows. Moi, je suis une personne avec un peu trop d'expérience. J'ai commencé l'informatique avec la version Windows 3.1 qui fonctionnait vraiment avec le DOS à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec la version 2010. Ce que vous avez comme machine virtuelle qu'on a mis à votre disposition, c'est une Windows Server 2019. Donc, vous allez pouvoir faire vos tests avec la version Server 2019 qu'on a mis à votre disposition comme machine virtuelle pour le faire à la maison. Perfect. Donc, on poursuit là-dessus. Il faut maintenir à jour notre version de Windows, ça c'est sûr. Donc, Windows Update, les dernières versions de Windows ont toujours une version de Windows Update qui fait le travail pour vous. Donc, vous avez juste à cliquer pour faire les mises à jour de Windows. Puis, normalement, il devrait vous avertir s'il y a des mises à jour qui sont faites. C'est important, évidemment, de faire des mises à jour de Windows. Tout ça pour peut-être enlever des problèmes de sécurité qu'il pourrait avoir sous différentes versions. Normalement, la mise à jour devrait faire en sorte que ces problèmes de sécurité-là ne soient plus effectifs. Donc, si vous ne faites pas vos mises à jour, vous êtes disponible pour certaines personnes d'entrer dans votre système. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire les mises à jour. Dans Windows, c'est assez facile. Vous allez dans les paramètres, puis vous allez voir Windows Update qui s'occupe de faire les mises à jour pour vous. Donc, c'est possible de configurer aussi les mises à jour. Si vous les bloquez, il faudrait s'assurer que quand vous avez des messages de mise à jour, de faire les mises à jour, très important. Si vous êtes un technicien en informatique, normalement, vous êtes un friand des mises à jour de Windows. Windows est livré avec un paquet d'outils qui nous permet de faire la sécurité du côté de notre Windows, parce que dans les années passées, Windows était reconnu pour avoir des problèmes de sécurité. Il fallait installer un paquet de logiciels, entre autres un antivirus. Maintenant, la version de Windows vient avec un antivirus qui est quand même assez efficace, assez pour qu'on recommande aux gens d'utiliser l'antivirus de Windows, qui maintenant est beaucoup plus efficace que les premières versions. Un bastion de sécurité, c'est-à-dire un pare-feu qui est disponible pour protéger votre ordinateur, que vous pouvez configurer, soit empêcher des logiciels d'entrer ou de sortir, ou empêcher des ports d'envoyer vers l'extérieur, ou quelques ordinateurs de se connecter à votre ordinateur aussi. Il y a des protections en ligne. Si vous avez un compte de Microsoft,
vous allez avoir des protections en ligne qui viennent avec ça. C'est pour ça que les nouvelles versions de Microsoft, souvent, vous demandent d'avoir un compte en ligne pour pouvoir vous connecter avec votre compte en ligne. Sécurité physique de l'ordinateur, donc il y a de la virtualisation qui est possible avec Windows pour protéger son système puis redémarrer à son état d'origine si vous en avez besoin, etc., etc. C'est ce qui est écrit dans les notes de cours. Ainsi ai-je parlé. Si un ordinateur est joint à un domaine AD, AD pour Active Directory, donc c'est le cas au Cégep, toutes les Windows sont associées à un domaine Active Directory, la sécurité sera appliquée par le domaine. Donc, vous pouvez faire de la sécurité en local sur la machine, mais la sécurité du Active Directory, du domaine, va avoir priorité sur la sécurité qui est locale sur la machine. Donc, un usager et service liés au domaine, bon, chaque ordinateur va avoir des usagers qui vont être liés au domaine ou va avoir des services qui sont liés au domaine. Profil local en cas de perte de communication. Donc, si jamais il n'y a plus de connexion avec le Active Directory, le domaine, donc à ce moment-là, la sécurité locale va avoir priorité si la personne est déjà connectée. Sécurité centralisée, très avantageux dans un grand environnement. Exemple, comme le Cégep, il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont connectés ensemble. Donc, c'est très avantageux pour les gestionnaires de réseaux, d'infrastructures, de gérer la sécurité à partir du domaine. À ce moment-là, tous les ordinateurs vont être protégés par la sécurité, le niveau de sécurité qui va avoir été fait par les gestionnaires. La sécurité locale peut être encore effective dans certains cas. Donc, il peut y avoir des bouts que le domaine n'a pas sécurisés. Donc, la sécurité locale peut être effective à ce moment-là. Section 2. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Bon, pour la section 2, on va voir les droits sur les fichiers et les dossiers. Un petit peu comme on avait fait sous la section Linux. On va voir un petit peu les droits sur les dossiers et les fichiers, mais sous le système d'exploitation Windows. Donc, sécurité Windows, Windows utilise la structure de fichiers NTFS. C'est la structure de fichiers qu'on utilise sur les disques dans un environnement Windows depuis plusieurs versions. NTFS ajoute beaucoup de profondeur et de la sécurité pour les fichiers et les dossiers. Donc, la structure de la façon dont on enregistre nos dossiers et nos documents, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de couches de sécurité sous Windows depuis la version NTFS. Lorsqu'un conflit entre autorisé et refusé, c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu dans le cours précédent, c'est refusé qui va gagner. Donc, si on autorise, par exemple, la lecture, mais d'un autre côté, on avait refusé la lecture, c'est refusé qui va gagner automatiquement si on a donné ces droits-là, par exemple, sur un dossier ou sur un fichier. Perfect. Chaque utilisateur, avec son compte, a des droits qui lui sont associés. Donc, ces droits-là lui permettent de faire quoi? Les droits lui permettent soit d'aller sur Internet, soit d'aller avoir le droit de pouvoir créer d'autres comptes utilisateurs, ou on peut même aussi permettre ou non à des utilisateurs d'accéder à certains répertoires, d'installer des applications. Un peu comme on avait fait dans les autres laboratoires. Vous allez voir qu'on peut faire ça sous Windows. Les droits peuvent être attribués localement ou via un serveur de domaine, comme on avait vu dans la première section. Généralement, les serveurs de domaine viennent modifier les droits attribués localement, sauf pour les utilisateurs locaux. Donc, si vous n'êtes pas connecté au domaine, là, il y a des droits locaux qui sont attribués. Mais sinon, si vous êtes connecté au domaine, à ce moment-là, c'est les droits du domaine qui vont avoir priorité. La notion de droit et de permission est très vaste dans Windows. Donc, depuis qu'on utilise NTFS, ça a vraiment augmenté les caractéristiques des droits qu'on peut donner à un utilisateur ou même à des dossiers ou des documents, des fichiers. Nous pouvons créer des groupes pour joindre les usagers puis attribuer des droits au groupe plutôt qu'à chaque usager. Donc, un petit peu comme on a vu sous Linux, on peut créer des groupes. Puis à ce moment-là, si on crée des nouveaux usagers, les attacher à un groupe, puis ils vont hériter de tous les droits que ce groupe-là devrait avoir. Donc, on peut faire ça. Fait que souvent, la notion de groupe est très importante sous Windows. On vous demande de distinguer administrateur avec un S. Donc, dans le laboratoire de cette semaine, vous allez avoir à vous connecter puis vous donner les droits sur un administrateur. Administrator en anglais ou administrator en anglais avec un S. Dans le cas du laboratoire, vous allez avoir administrator qui va être un usager, puis vous allez avoir administrator avec un S qui va être un groupe. Donc, faites vraiment la différence entre les deux, administrateur ou administrateur avec un S. Avec un S, pensez au pluriel,
penser à la pluralité. Donc, c'est un groupe. Donc, s'il n'y a pas de S, à ce moment-là, ça peut être l'usager administrateur au lieu d'être du groupe administrateur. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Souvenez-vous-en, exemple pour l'examen final. L'utilisateur administrateur, qui est un administrateur, voudrait donner les droits de lecture, mettons, à l'utilisateur Bob. On vient avec le même exemple qu'on avait déjà utilisé. Donc, mettons Bob, dans le répertoire documents, on voudrait lui donner les droits de lecture. Parce que dans le document, souvent, on va enregistrer la plupart de nos documents. Donc, on voudrait lui donner les droits de lecture. Comment on fait ça? Vous avez la procédure qui est ici. Très important, vous allez en avoir besoin dans le laboratoire. Bouton droit de la souris sur, mettons, document. Ensuite de ça, vous allez dans propriété. Ensuite de ça, vous allez dans l'onglet sécurité qui va apparaître ici dans propriété. Puis, vous avez le petit bouton Edit qui est là. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Edit pour modifier les droits. Dans certains cas, les droits que l'on souhaite attribuer viennent en opposition avec les permissions plus restrictives. Alors, le droit ne sera pas attribué. Donc, souvent, si on veut permettre les droits de lecture à Bob, par exemple, mais à côté, il y a le droit deny, ben à ce moment-là, ben, ça ne pourra pas être attribué. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des portions en grise où il y a des portions aussi qu'on peut attribuer des droits. Donc, si c'est en gris puis vous ne pouvez pas cocher, vous ne pouvez pas cliquer, c'est parce qu'il fait partie, par exemple, d'un groupe ou il fait partie, par exemple, d'un système qui fait en sorte qu'il n'y a pas ces droits-là. Donc, vous ne pouvez pas vous assigner. Si c'est en gris, vous ne pouvez pas cliquer dessus. C'est parce qu'il fait partie d'un groupe ou il fait partie d'un usager qui n'a pas les droits là-dessus. Donc, dans certains cas, le droit qu'on souhaite attribuer vient en opposition avec une permission plus restrictive. C'est ce qu'on avait à la diapositive précédente. Alors, le droit ne sera pas attribué. Alors, un deny a toujours priorité sur un permit. Donc, c'est exactement la même chose qu'on avait vu que sous la section Linux. Un deny a toujours priorité sur un permit. Donc, si vous avez ici, vous avez un exemple ici où il y a des deny, puis il y a des allow. Ben là, vous avez un message qui apparaît pour vous dire que vous ne pouvez pas donner la permission à quelqu'un qui fait partie d'un groupe qui, lui, n'a pas le droit, par exemple, de cette permission-là. Nom de Zeus! Donc, il faut faire attention à ça. Les droits disponibles sous Windows, il y en a un paquet de droits disponibles depuis qu'on est sous NTFS. Contrôle total. Donc, ça, c'est très rare qu'on va attribuer le contrôle total à un usager. Je vais vous donner un exemple. Même moi, mon ordinateur personnel qui appartient au cégep, je n'ai pas les droits totaux complètement sur mon ordinateur. C'est le technicien qui s'occupe des ordinateurs au cégep qui est vraiment le vrai administrateur qui a le contrôle total sur ma machine. Par contre, j'ai beaucoup de contrôle sur un paquet de choses. Je suis, comme on pourrait dire, un petit administrateur sur ma machine. Vers l'infini et plus loin encore. Permettre les modifications. Donc, il y a des modifications qu'on peut faire sur un ordinateur, puis il y a d'autres modifications qu'on ne peut pas faire sur un ordinateur. Comme par exemple, moi, là, dans le BIOS, je ne peux pas aller modifier des choses. Donc, ça prend absolument le technicien qui le fait. Donc, je ne suis pas complètement administrateur sur ma machine. Lecture et exécution, évidemment. Si vous allez faire du web, ben, vous allez voir que c'est très important, la lecture. L'exécution, ben, aussi, ça peut être important. Afficher le contenu du dossier. Lecture, écriture, puis des autorisations spéciales. Il y a aussi une notion d'héritage. Tous les fichiers dossiers enfants peuvent hériter du dossier parent par défaut. Donc, si vous avez un dossier, puis à l'intérieur, il y a des fichiers ou il y a des sous-dossiers, bien, il y a une notion d'héritage qui peut, à ce moment-là, entrer en ligne de compte. Donc, évidemment, il faut en tenir compte. Perfect. Les droits peuvent s'appliquer à qui? Vous mettez des droits, mais à quoi ça peut s'appliquer? Oh, c'est là que c'est un peu différent que ce qu'on a vu sous Linux. À un utilisateur système, un administrateur de domaine, usager ou un groupe, à un usager authentifié, exemple sur le domaine, des groupes locaux ou des domaines, des usagers locaux aussi, ou ça peut être à tout le monde. Donc, il y a plusieurs niveaux à qui on peut attribuer des droits depuis la version NTFS qu'on utilise sous Windows. Les notions d'usagers de groupes locaux, d'usagers authentifiés, d'usagers de groupes, de domaines, de systèmes sont très importants parce qu'ils peuvent nuire à la sécurité si elles sont mal appliquées. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Donc, étant donné qu'il y a plusieurs niveaux et on peut l'appliquer à plusieurs types d'usagers ou de groupes, à ce moment-là, il faut s'y retrouver un petit peu parce que sinon, on peut faire des choix qui vont être contradictoires puis donner des problèmes aux droits qu'on va appliquer sur certains éléments. 3 niveaux de sécurité pour les dossiers et les fichiers. Bon, au moins, quand on arrive à cette portion-là, ce n'est pas très compliqué. Sur un dossier ou sur un fichier, bien, vous avez la lecture.
vous avez la modification, puis vous avez le contrôle total qui permet d'aller changer les deux autres avant. Donc, ça, c'est pas super compliqué. Sur un dossier ou sur un fichier, vous avez la lecture, la modification ou le contrôle total. Perfect. Les bonnes pratiques pour la gestion d'un domaine. OK, bon, première des choses, renommer l'administrateur par défaut. Donc, ne pas le laisser par défaut parce que tout le monde connaît le nom de l'administrateur par défaut sous Windows. Mot de passe fort pour administrateur et usager. Donc, dans les nouvelles versions de Windows, si vous essayez de mettre des mots de passe qui ne sont même pas forts, souvent, ça va être refusé. Donc, très important de savoir, si vous êtes en informatique, que s'il y a des gens qui essayent de mettre un mot de passe et disent « Voyons, ça ne fonctionne pas », bien, essayez de mettre un mot de passe qui est plutôt fort. Ce qu'on a vu dans le début du cours, il faut vous permettre d'insister là-dessus. Des rôles spécifiques, des droits spécifiques, soit sur des groupes ou soit sur des usagers ou des dossiers. Utilisation de GPO, Group Policy Object, stratégie de groupe. Donc, souvent, on va utiliser ça dans des domaines, des stratégies de groupe. Prévoir de la haute disponibilité. Utilisation des ACL qu'on a vu précédemment. Donc, des listes de contrôle d'accès qui vont nous permettre, évidemment, de spécifier, faire en sorte qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Mais non, personne ne les comprend, les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, sous Windows, ça existe aussi les ACL qu'on a vus précédemment puis qu'on a insisté pas mal là-dessus. Donc, vous allez avoir des listes de contrôle d'accès qui peuvent être disponibles sous Windows. Encore une fois, vous avez un lien ici pour voir les bonnes pratiques qu'on peut utiliser sous Windows. La section 3, création des usagers et des groupes. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Section 3, sécurité sur Windows, création des usagers et des groupes. Vous allez avoir à faire exactement ça dans le laboratoire de cette semaine. Donc, c'est important de bien comprendre la création d'un usager puis de l'associer à un groupe ou création de groupe. OK? Donc, important, vous allez avoir à faire ça sur le serveur à distance cette semaine. Donc, définition, un compte, c'est quoi? C'est un pseudonyme donnant des droits d'accès déterminés à des ressources. Donc, quand on crée un compte pour quelqu'un, c'est pour donner accès à quelque chose, souvent sur l'ordinateur. Un groupe, c'est un ensemble de comptes possédant les mêmes permissions. Donc, on les classe tout simplement par catégorie. Puis, vous avez une session, c'est quand quelqu'un se connecte à une ressource. Donc, vous savez c'est quoi une session, on se connecte. Donc, ça prend un compte, ça prend un identifiant pour se connecter. Donc, là, on ouvre une session. Donc, ces trois éléments-là sont très importants dans la sécurité sous Windows. Vous avez la gestion de l'ordinateur. C'est possible de gérer l'ordinateur avec LUSR, MGR pour Manager. Donc, par exemple, si vous êtes sous Windows, vous avez tout simplement à aller en ligne de commande, comme ça. Puis, tout simplement, taper ici, comme on le voit, LUSR, MGR pour Manager. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça qui va vous permettre de gérer les utilisateurs. Donc, si je regarde sur mon ordinateur à moi, j'ai différents comptes qui sont disponibles ici. J'ai un compte pour mon enfant, pour mon neveu, sur l'ordinateur. Puis j'ai le compte prof pour moi qui me permet de me connecter avec plus de droits que si j'étais, par exemple, un usager standard. Puis vous avez les groupes qui apparaissent ici, donc avec tous les groupes disponibles que vous allez avoir besoin de gérer plus ou moins. Exemple, j'attire votre attention sur IIS User ici. Quand vous allez installer, par exemple, un serveur web sur un serveur Windows, bien, vous allez avoir à utiliser ce compte-là, par exemple, pour un serveur web. Donc, vous pouvez gérer à partir de cet endroit-là. Perfect. Si je reviens au PowerPoint, vous avez aussi, vous avez un petit exemple ici de l'écran. Création d'un compte utilisateur. Donc, si, mettons, vous êtes sous Windows Home Edition, vous n'avez pas tous les mêmes droits que si vous êtes dans une édition professionnelle de Windows. Sous Windows, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur. Chacun des utilisateurs peut hériter de certains droits qui sont la plupart du temps associés à un groupe. On appelle ça l'agrégat de droits. Donc, vous pouvez tout simplement aller dans le menu Démarrer, panneau de configuration et compte. Vous allez pouvoir gérer les comptes qui sont là. Donc, petite démo. Je vais dans le menu Démarrer, je vais dans mes paramètres système. Ensuite de ça, je vais dans Compte. Donc, vous allez voir cette fenêtre-là apparaître. Comme par exemple, ici, vous avez Prof avec l'image, qui n'est pas ma photo à moi, évidemment. Puis, vous pouvez cliquer, par exemple, pour créer des comptes à un autre utilisateur. Ici, créer un compte, ajouter un membre de la famille, par exemple, puis lui donner, l'associer à
l'associer tout simplement à un groupe. Puis vous allez pouvoir lui donner certains droits que, mettons, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire, comme installer des logiciels. Si vous ne voulez pas que quelqu'un de votre famille aille modifier votre ordinateur en installant des logiciels, vous pouvez faire partie d'un groupe qui ne pourrait pas installer, par exemple, des logiciels. Donc, c'est assez facile, même si vous n'êtes pas dans un Windows de type professionnel, même Windows familial, vous pouvez travailler un petit peu avec ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça ici. Je reviens au PowerPoint. Création d'un compte utilisateur, bien là, c'est ce qu'on vient de voir. Option de famille et autres utilisateurs, Windows Home Edition. Vous avez famille et autres utilisateurs. Ajouter quelqu'un sur un autre PC. Vous pouvez à ce moment-là, ce qui est dans les nouvelles versions de Windows, on vous demande souvent d'associer un compte avec une adresse électronique. Vous pouvez aussi décider, je n'ai pas les informations de connexion de cette personne. Ensuite de ça, bien, vous cliquez sur suivant. Fait que vous n'êtes pas obligé, si vous voulez connecter, par exemple, un membre de votre famille ou votre colocataire qui ait un compte sur l'ordinateur principal, bien, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer son adresse courriel excessivement, qui peut être excessivement un peu plate là, de faire si vous ne voulez pas le faire. Ajouter un utilisateur qui est sans compte Microsoft. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez tout simplement ici à décider un nom d'utilisateur, puis ensuite de ça, lui créer un mot de passe pour qu'il puisse se connecter à une session. Donc, avec les droits qui vont lui être attribués si vous l'associez à un compte. Donc, c'est quand même assez facile à faire. On peut aussi utiliser l'outil NPL-Wiz ou les lignes de commande. Donc, petite dernière démo que je fais. Si je m'en vais encore en ligne de commande, je tape ici NPL-Wiz. Oh, j'ai fait une erreur. All right, all right, all right. Donc, vous voyez la fenêtre ici qui apparaît. Puis, on peut voir le nom d'utilisateurs, puis à quel groupe ils appartiennent. Donc, on pourrait aller voir, par exemple, Loïc Mercier, c'est un groupe utilisateur. Ses propriétés ici appartiennent à un groupe, etc. Donc, on peut associer un groupe autre. On pourrait changer ici le nombre, le groupe à laquelle il appartient, avec les droits sur lesquels il peut travailler. Donc, j'insiste pas plus qu'il faut là-dessus. On va passer à la deuxième partie, où, si vous regardez dans les notes de cours, vous allez avoir un fichier qui s'appelle IIS, installer IIS 8. Dans notre cas, sous serveur 2019, on va installer IIS 10, mais c'est la même procédure. Donc, vous pouvez vous fier aux notes de cours. Je vais vous faire une démonstration là-dessus. Ah, tu ne vas pas frapper un gars avec des lunettes, non? Oui, oui, tu as frappé un gars avec des lunettes, c'est... Donc, avec votre Windows Server, bien, probablement qu'il n'y aura pas déjà IIS installé, ou IIS, si vous le dites, format anglais. Donc, j'ai remarqué à travers les années que plusieurs personnes le disent IIS. Ben, moi, j'ai tendance à le dire en français, IIS. Installer le rôle serveur web, IIS, sous Windows Server. Donc, première des choses, je vous ai fait un document. Vous avez juste à suivre ce document-là, pas à pas, pour installer, par exemple, le rôle de IIS sur votre version de Windows Server. Donc, première des choses, là, je ne vais pas refaire l'exemple complètement avec vous autres. Donc, je vous laisse la pertinence de créer, par exemple, votre machine virtuelle, puis ensuite de ça, d'installer IIS. Probablement que ça va être la version IIS 10 sous Windows Server 2019, si je me trompe pas. Ouvrir le gestionnaire de fichiers Internet, de services Internet, tester le fonctionnement du site web par défaut. Donc, première des choses, on va installer le rôle du serveur web. Donc, vous allez ouvrir le gestionnaire de serveur. Normalement, quand vous allez ouvrir le serveur, ça devrait déjà apparaître dans l'écran principal. Cliquez sur « Rajouter », sur « Gérer », puis « Ajouter des rôles de fonctionnalité ». Donc, vous avez tout ça dans les notes de cours. Donc, vous allez cliquer sur le tableau de bord, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Vous allez cliquer sur « Suivant ». J'ai écrit pas à pas ce que vous deviez faire dans les notes de cours. Je vous suggère fortement d'exécuter pas à pas ce qu'il y a à faire. Ensuite de ça, vous allez lire les informations qui sont là. Vous allez cliquer sur « Suivant » pour ajouter des fonctionnalités au serveur Windows 2019. On va cliquer sur « Installer », basé sur un rôle ou une fonctionnalité. On va faire encore une fois « Suivant ». Ensuite de ça, on va sélectionner le serveur. Donc, votre serveur est déjà installé. Vous allez sélectionner le serveur que vous faites fonctionner dans VMware en local.
Vous allez cliquer sur Suivant. Ensuite de ça, dans les rôles et les serveurs, dans le rôle du serveur, vous allez aller cliquer sur Serveur web IIS. Ensuite de ça, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Vous allez sur Suivant. Vous allez voir tout simplement là, cette petite fenêtre-là apparaître. Vous allez cliquer sur Ajouter les fonctionnalités. Ensuite de ça, sur Suivant, comme je venais de dire. À l'intérieur des fonctionnalités, vous allez cliquer sur Suivant. Vous allez voir apparaître d'autres fonctionnalités qui sont dans Windows Server avec IIS. Vous allez cliquer sur Suivant, encore une fois. Puis, vous allez lire les informations qui sont là, encore sur Suivant. Puis, regardez comme il faut dans mes notes de cours pour s'assurer de cocher les bonnes cases selon la version d'IIS que vous avez. Donc, faire quelque chose qui ressemble à ça. Cocher les bonnes cases s'ils ne sont pas déjà cochés par défaut. Parce qu'en installant IIS, il va installer des extensions d'ASP.NET, puis des extensions aussi là, de différents éléments de fonctionnalités que vous allez avoir de besoin pour IIS. Vous cliquez sur Suivant. Ensuite de ça, cochez redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire, puis ensuite sur Oui. Donc, ensuite de ça, ça va s'installer. Vous allez pouvoir fermer l'installation, faire autre chose pendant que l'installation va poursuivre les installations des fonctionnalités d'IIS. Ça va prendre quelques minutes. Une fois que ça va être installé, il va redémarrer le service pour le rendre fonctionnel. Donc, après quelques minutes, un moment donné, ça va vous écrire que l'installation est bien terminée et l'installation de fonctionnalité a fonctionné. Ainsi ai-je parlé. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ensuite de ça, vous allez aller voir dans votre gestionnaire de serveurs, IIS devrait apparaître avec quelques services qui sont démarrés. Donc ça, c'est une preuve que IIS a bien été installé et normalement devrait être fonctionnel. On vous demande d'ouvrir le gestionnaire de services Internet. C'est la principale console d'administration d'IIS. Donc on va pouvoir gérer IIS à partir de Server Manager en cliquant sur Outils, puis Gestionnaire de services Internet. Donc, vous allez tout simplement en haut ici, dans Outils. Vous devriez voir apparaître maintenant qui est installé Gestionnaire de services Internet IIS. Ensuite de ça, vous allez voir cette belle petite fenêtre-là que vous allez devoir maintenant apprendre à manipuler un petit peu pour faire en sorte que votre serveur puisse maintenant devenir un serveur web puis faire afficher des pages web. Donc, on va commencer par tester, voir si IIS fonctionne. Par défaut, il va avoir un site web. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur Parcourir étoile.80 HTTP. Normalement, là, il devrait vous faire apparaître dans votre navigateur la petite page principale d'accueil pour IIS. Donc, selon la version d'IIS, vous allez peut-être avoir une page différente qui va être selon IIS 10. Ensuite de ça, pour localiser l'emplacement des fichiers du site web par défaut, on clique droite sur le site, le default website, puis cliquez ensuite sur Explorer pour faire apparaître l'explorateur, voir les caractéristiques du dossier du site web. Donc, dans le dossier du site web, on vous demande d'éditer le fichier istart.html avec le bloc-notes ou un autre éditeur de texte si vous en avez un dans cette version-là, pour pouvoir voir le code de la page d'accueil par défaut. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir avec le bloc-notes. Exemple, si normalement, il devrait être installé par défaut. Vous allez pouvoir voir le code de la page d'accueil. Donc, normalement, si tout ça fonctionne, l'installation d'IIS a fonctionné et vous êtes capable de l'utiliser. Run. On passe à la deuxième partie. Donc, si je vous montre le résultat dans ma machine virtuelle, vous allez voir ici, moi j'ai une vieille version du serveur, là. Vous allez voir ici le gestionnaire de serveur. Après avoir fait les installations, vous devriez voir apparaître IIS ici, avec la machine sur laquelle il est installé, puis différents services qui vont rouler sur cette machine-là. Ensuite de ça, vous allez pouvoir aller dans Outils. Vous devriez voir apparaître ici Gestionnaire de services Internet IIS. Vous allez cliquer sur Gestionnaire de services Internet IIS. Vous allez pouvoir cliquer maintenant ici là, sur la machine principale. Ça, c'est la racine de la machine principale. Vous allez pouvoir voir votre site web par défaut qui devrait être ouvert ici
site web par défaut, avec toutes les caractéristiques qui sont ici, qui vont vous permettre de gérer le site web, un peu comme on le faisait avec Apache sous Linux, avec les fichiers de configuration d'Apache. Ben là, ici, ça se fait en mode fenêtre sous Windows, avec tous les éléments qui sont installés ici. Donc, si ça fonctionne, vous allez être capable de cliquer ici sur Parcourir pour aller voir la page par défaut. Pour la deuxième partie, ben évidemment, maintenant qu'on a installé IIS, ben il va falloir se créer un site web. On ne va pas garder seulement le site web, la petite page par défaut. Dans le cadre du cours, c'est le cours de serveur web, donc on va créer un site web. Pour chaque étudiant, vous allez devoir créer un site web. Puis ensuite de ça, ben, on va utiliser ce site web-là pour faire autre chose avec. Donc, vous avez un document qui s'appelle « Créer un site web ». Vous avez tout simplement à suivre les informations qui sont là-dessus. Donc, première des choses, avant de commencer, vous devez donc ajouter les fonctionnalités IIS à votre machine. Ça devrait être déjà fait dans la première partie. Ouvrir le gestionnaire en cliquant sur « Gestionnaire de services Internet IIS » disponible dans l'écran d'accueil. Donc, on avait vu ça à la fin de la première partie. Ensuite de ça, on va créer un site web. Une fois que vous êtes dans le gestionnaire, si vous déroulez le dossier site, sur la gauche, vous remarquez qu'il y a déjà un site par défaut. Donc, c'est Default Website qui a été créé à l'installation d'IIS et qui écoute le port 80. Afin de créer un nouveau site web, faites un clic droit dans la colonne de gauche, puis ajoutez un site web. Donc, je vous ai mis un imprimé écran ici. Ajoutez un site web. Vous allez avoir un assistant qui vous permet d'ajouter un site web qui va s'exécuter. Donc, on va avoir quelques informations à écrire pour créer le site web. Premièrement, le nom du site web. Vous allez donner un nom à votre site web. Deuxième chose, c'est le pôle d'application. Permet de placer le site web dans un pôle d'application. C'est comme ça que ça fonctionne sur Windows, c'est-à-dire un ensemble d'applications, les sites web regroupés au sein du même pôle. Ce qui permet d'appliquer des paramètres spécifiques sur l'ensemble des applications d'un même pôle. Donc, on va pas faire 26 sites web, on va en faire un, mais on va pouvoir les appliquer à cet endroit-là. Donc, si vous regardez ici, là, vous allez avoir le pôle d'application. Vous pouvez le laisser par défaut, le pôle qui est là. Ensuite de ça, vous allez avoir le chemin d'accès physique. Donc, vous allez indiquer dans le chemin d'accès physique à quel endroit va installer votre site web. Donc, moi, par défaut, sur le disque C de Windows Server, j'ai créé un dossier MERS, puis j'ai installé mon nouveau site web là-dessus. Donc, vous pourrez indiquer le répertoire que vous souhaitez utiliser comme répertoire racine de votre site web. Les fichiers correspondants devront être stockés à cet endroit dans ce répertoire-là. Donc, dans ce dossier-là, moi, j'ai installé tous mes fichiers PHP, mes exemples, etc. Ensuite de ça, vous avez ici « Se connecter en tant que ». Donc, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là. Je l'ai mis en jaune parce que c'est très important. Ça va vous permettre de spécifier un utilisateur utilisé pour ce site web. Ou alors le laisser par défaut pour utiliser l'utilisateur par défaut. D'ailleurs, si vous rencontrez des problèmes avec votre site web, une fois qu'il sera créé, ajoutez les permissions à l'utilisateur IIS-IUSR en lecture et exécution sur le répertoire de votre site web, comme ceci. J'ai marqué facultatif, mais par expérience, c'est très important. Si on fait ça par défaut, ça ne fonctionne pas toujours bien comme on voudrait que ce soit. Donc, je l'ai mis en jaune pour vous faire penser de vraiment aller changer les permissions, les droits sur IIS-User. OK? Vous allez placer ici lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, puis lecture. Vous allez vous assurer que c'est autorisé, ces petites cases-là, pour que vous soyez administrateur de votre section, votre nouvelle partie de site web. Donc, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez dedans puis le faire fonctionner. Vers l'infini et plus loin encore. Donc, si vous regardez ici, là, ensuite de ça, dans la petite fenêtre, vous avez le type, puis vous avez un paquet d'informations. Là. Le type qui est ici. L'adresse que vous allez utiliser, c'est probablement votre adresse IP statique ou DNS si vous en avez une, avec le port 80, avec le nom de l'autre. Donc, si vous regardez ici, le type indiqué si on a accès à un protocole HTTP dans sa version standard, ou soit HTTPS. L'adresse IP sélectionnée, donc ça va être votre adresse IP de votre machine. Ensuite de ça, le port d'écoute. Par défaut pour le web, on va mettre le port 80. Puis le nom de l'autre, si vous avez un nom de domaine ou quelque chose comme ça, un DNS, dans notre cas, on va le laisser vide parce qu'on n'en aura pas. Ensuite, on va faire démarrer le site web immédiatement pour qu'il démarre notre nouvelle partie de site web qu'on vient de se créer. Donc, vous avez un exemple ici avec des exemples que j'ai trouvés sur Internet. Dans notre cas, à nous autres, ça ne sera pas exactement les mêmes lignes qui sont là.
En ce qui concerne le site web par défaut, il est stocké dans le répertoire Inet Pub www Route. Même vous autres, je vous suggère de le mettre sur le disque C dans un autre dossier qui porte par exemple votre nom. Donc vous avez un exemple ici là, avec le nom du site, puis un exemple qui avait été trouvé sur Internet. Une fois les différents champs renseignés, cliquez sur OK, puis valider, puis créer la page HTML. Donc, exemple, lui, il a son site qui apparaît ici. Puis là, il va pouvoir aller créer son site web à l'endroit où il l'a désigné sur le disque C. Donc, c'est aussi simple que ça pour déclarer un nouveau site web. Donc, petite démo. Je ramène ma machine virtuelle dans l'écran. Donc, vous allez voir ici, je vais l'agrandir. Donc, vous avez ici mon gestionnaire de services Internet. Ah, je vais l'agrandir, comme ça va être plus facile. Moi, je me suis créé un dossier MERS. Donc, si vous regardez le dossier MERS comme ça, j'ai mis tous les exemples qu'on a fait depuis le début du cours. Donc, je les ai insérés à cet endroit-là. Je peux tout simplement faire explorer. Je vais aller voir sur ma machine, regardez, sur le disque dur C, j'ai un dossier qui s'appelle MERS. Puis dans mon dossier MERS ici, j'ai tout simplement installé tous mes exercices qu'on a fait depuis le début du cours, plus d'autres fichiers qu'on va utiliser pour la partie Windows. Donc, c'est ma racine, puis j'ai copié tout ce que j'avais comme exercice à cet endroit-là. Donc, j'ai mes pages par défaut, j'ai ma page index qui va me permettre de voir la version que j'ai, etc. Donc, si mon site web fonctionne bien, je vais pouvoir aller là-dessus. Puis, je regarde les droits, les propriétés. Donc, si je vais voir ici, là, sur sécurité, je vous suggère fortement d'aller dans le nom de groupe et d'utilisateur IES User, comme ça. Je vais le monter un petit peu comme ça. Regardez les droits autorisés, lecture et exécution, affichage du contenu du dossier, lecture et écriture pour IES User. Donc ça, c'est moi, l'administrateur du serveur Windows 2019. Dans votre cas, ça va être 2019. Moi, c'est une autre version. Donc, très important d'aller mettre les permissions nécessaires sur votre dossier que vous avez créé pour faire du web. Je le répète une deuxième fois pour être sûr que tout le monde ait compris. Très important sur le dossier dans lequel vous allez mettre vos pages web. Dans mon cas, moi, c'est C:/MERS. J'ai toutes mis mes pages web là-dedans. Donc, d'aller cliquer sur IES User. Ensuite de ça, aller mettre les permissions nécessaires. Donc, si vous avez un problème, après avoir installé IES, vous créez un dossier web, vous mettez vos pages là-dedans. S'il y a des problèmes d'exécution dans le navigateur, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes permissions. Donc, très important d'aller mettre les bonnes permissions à cet endroit-là. Donc, dans Windows Server. Donc, j'appuie sur OK. Ça, c'est l'endroit où j'ai mes pages web par défaut. Donc, je vois tout simplement ici là, que je peux cliquer à gauche pour voir les propriétés. Je peux redémarrer le serveur IIS. Regardez complètement à droite, suivez ma souris. Vous avez géré le site web. Vous pouvez redémarrer le site web ou tout simplement l'arrêter pour la section MERS que j'utilise présentement. Puis vous avez en plus un paquet d'informations ici qu'on va voir à la fin de ce module-là. Donc, on va passer à la troisième partie. A few moments later. Il faut installer un certificat de sécurité. C'est l'option SSL que vous pouvez utiliser dans le serveur web sous Windows. Donc, je vais faire les procédures. Vous avez l'adresse ici qui mène vers un lien où on fait pas à pas l'installation avec vous. On vous demande de choisir le certificat auto-signé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette portion-là? Petite démo. Je m'en vais sur mon serveur qui est ici. Perfect. Donc, sur mon serveur, tout simplement, je vais aller dans IIS, Gestionnaire de services Internet. Dans Gestionnaire de services Internet, première des choses qu'on vous indique sur le site web, c'est d'aller à la racine, pas à la racine de votre site web, à la racine du serveur qui est ici, donc le nom de votre serveur. Vous allez voir apparaître certificat de serveur. Si vous n'avez pas certificat de serveur, c'est que vous n'êtes pas à bonne place dans la racine. Si vous allez sur le site web, ça se peut que vous ne l'ayez pas. Donc, vous allez vraiment à la racine ici de votre serveur. Vous avez certificat de serveur. Vous double-cliquez dessus. Puis là, vous voyez, j'en ai aucun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un certificat auto-signé. L'avantage du auto-signé, c'est que je vais l'utiliser en local. Donc, je n'aurai pas besoin de le faire certifier
pour de vrai. Je vais donner un nom à mon certificat. Par exemple, je vais l'appeler ici MERS SSL. Vous donnez un nom significatif pour le retrouver un peu plus tard. Donc, je laisse ici à personnel. Je vais appuyer sur OK. Donc, maintenant, j'ai un petit certificat ici avec une date d'expiration dans 1 an, la plupart du temps, pour ces petits tests-là. Ensuite de ça, je vais aller sur mon site. Là, je prends le site par défaut qui est là. Donc, sur mon site, je vais aller cliquer sur Liaison. Vous pouvez le faire à partir du bouton droit de la souris puis aller sur Modifier les liaisons. Ou vous pouvez aussi aller cliquer sur Liaison dans la partie Action à droite. Donc, si je vais dans Liaison, pour l'instant, mon port, le port qui est utilisé pour le site web, c'est le port 80. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Ajouter. Je vais ajouter, par exemple, une liaison de type HTTPS. Je vais laisser toutes les adresses attribuées, non attribuées. Le port 443, très important. Ensuite de ça, je vais choisir mon certificat ici, qui est MERS SSL. Et je vais laisser ces cases vides-là. Donc, je vais appuyer sur OK. Donc, j'ai le port 443. Ce n'est pas écrit dans le laboratoire, mais juste pour tester, on pourrait tout simplement enlever le port 80. Comme ça, je ne serai plus capable de me connecter en HTTP, mais je devrais être capable de me connecter en HTTPS. Ensuite de ça, je fais fermer. Pour être sûr, je vais redémarrer mon IIS. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un navigateur. Dans ce cas-là, c'est Internet Explorer qui est ici. Et je vais tout simplement me connecter en localhost. On me dit que je suis sur le point de visualiser des pages sur une connexion sécurisée. Donc, il se connecte par défaut, regardez, à HTTPS. Donc, si je vais sur HTTPS, ce site n'est pas sécurisé, même si je viens de mettre un certificat de sécurité. Donc, je vais aller dans Informations, accéder à la page non recommandée, mais je lui fais confiance. Donc, je vois ma page ici en HTTPS. Puis ça me dit qu'il y a une erreur de certificat, c'est normal. Si je vais ici enlever le HTTPS, j'essaie de me connecter à mon ancienne page HTTP standard. Vous allez voir ici. Il n'est pas sécurisé. Donc, il attend localhost. Il ne peut pas accéder à la page. Donc, la page n'est plus accessible parce que j'ai enlevé le port 80. J'ai gardé seulement le port 443. Donc, ça, c'est la petite partie HTTPS. Dans la dernière partie du laboratoire, vous allez devoir vous connecter en bureau à distance à un serveur du Cégep qui est sous Windows. Allez vous créer un compte. Puis ensuite de ça, pour vous corriger, on va aller voir si vous avez réussi à créer un compte. Ça va être important quand vous allez créer votre compte de lui donner un nom significatif, c'est-à-dire avec votre prénom et votre nom de famille, pour que je puisse m'assurer que vous avez vraiment réussi à aller vous créer un compte sur le serveur. À ce moment-là, vous donnez vos points. Donc, ça complète la partie de cette semaine. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il reste le dernier cours théorique. Puis le lundi, le 7, ça va être l'examen final. Donc, bonne semaine à tous et bonne fin de journée. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.